Merci de nous rejoindre pour la seconde partie de cette spéciale Pologne. Comment les Polonais ont-ils vécu les 6 derniers mois de présidence polonaise avec des élections législatives en plein milieu? Quels sont leurs sentiments profonds et leur attachement à l'Europe? Nous en discuterons de cette Pologne d'aujourd'hui avec notamment un nouvel invité de marque. Tomasz Orłowski, bonjour. Bonjour. Vous êtes ambassadeur de Pologne en France. Vous portez même, c'est bien la cravate de la présidence polonaise de l'Union européenne, effectivement, avec les couleurs nationales, hein, le Exactement. rouge et le blanc. Et puis nous sommes toujours en compagnie de Philippe Pruchine, bonjour, directeur du Centre de civilisation française et d'études francophones, et d'Alexander Smolar, politologue, président de l'Institut Báthory. Alors, effectivement, on commence en revenant en arrière vers les temps héroïques de la libération par rapport au régime communiste, avec une perte terrible pour cette Europe de l'Est, à savoir celle de Václav Havel, qui incarnait un certain esprit européen. C'est une perte pour l'Europe entière, dans le sens que Václav Havel représentait effectivement ce chemin. Philosophe tchèque, dissident, leader tchécoslovaque d'ailleurs, qui a pu négocier le divorce de son pays. Voilà, à l'amiable. Quelque chose qui était assez exceptionnel en Europe. Je pense que d'abord, il y avait cet engagement pour la démocratie et les droits de l'homme qui est tout de même lié avec la fin des années 70. Donc c'était la période qui pratiquement coïncidait avec ce qui était l'organisation de l'opposition démocratique en Pologne, avant la naissance de Solidarność. Ensuite, il y avait bien sûr un rapprochement très, très significatif entre les dissidents polonais et les dissidents tchécoslovaques et l'opposition polonaise. Il existait même un mouvement qu'on appelait Solidarność polono-tchécoslovaque, donc la solidarité polono-tchécoslovaque, dont Václav Havel était un des créateurs. Et vous-même, vous y avez participé, je crois, également. Et ensuite, je pense que ce qui est le plus important, c'est tout de même le message de Václav Havel, qui est un message beaucoup plus spirituel, un message qui est un message à l'unité européenne, puisque nous avons payé le prix. Et Havel est l'exemple de prix que l'Est a payé pour entrer dans l'Europe, pour retourner dans l'Europe. À mon avis, c'est la question des valeurs de base qui ont à la fois dirigé nos pays vers l'Union européenne, mais ce sont des valeurs qui sont toujours indispensables pour notre modèle européen. Mais alors, Monsieur Smolar, effectivement, est-ce qu'aussi, d'un certain point de vue, ça n'incarne pas, on a parlé de Lech Walesa, de Solidarność, la fin d'une époque, la fin de cette référence historique peut-être des pays qui sont sortis depuis maintenant longtemps et qui ont fait une transition vers l'économie de marché? Je pense que depuis longtemps, nous sommes déjà ailleurs. On voit c'est amer parfois, même la façon, on ne le dit pas aujourd'hui, la façon les Tchèques ont traité Václav Havel les dernières années, c'était tout à fait différent que le jour de la disparition d'un grand intellectuel, philosophe, écrivain, qui a joué un rôle énorme, mais la société a vécu les temps déjà différents. Et ça se passe dans tous les pays. C'est un changement de génération, vous dites. Voilà, dans la période post-révolutionnaire, vient une génération différente avec des préoccupations différentes. Donc, bien souvent, pour les héros de la période héroïque, c'est un moment amer. Je ne pense pas que ce soit un moment amer pour Havel lui-même. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait un film même vers la fin. Il a écrit de façon ironique sur un leader qui part. C'est la dernière pièce qu'il a écrite. Mais il reste Lech Walesa quand même, effectivement, oui, en Pologne, qui lui aussi a été contesté ces dernières années sur son bilan, bien sûr. Surtout sur son bilan en tant que président de la République, tout à fait. Pas son bilan des années 80. Alors, est-ce que cette Pologne post-communiste, elle a subi une transition très libérale? Il faut bien comprendre aujourd'hui quelle est la tenante de l'orthodoxie budgétaire à la Pologne de Donald Tusk, qui est un gouvernement effectivement de centre-droit libéral.
Écoutez, la Pologne a pratiquement devancé ce futur traité intergouvernemental qu'on est en train de négocier, puisque la règle d'or qu'on va avoir du mal à faire voter en France est déjà inscrite dans la constitution polonaise, puisqu'il y a une limite, un plafond de la dette publique à 60%, mais ce qui n'empêche pas effectivement la Pologne aujourd'hui, malgré tout, d'avoir un déficit budgétaire important, et malgré une croissance forte, et ça c'est sûrement le manque de réformes notamment dans le dispositif social. On le sait moins en France ici, puisqu'on présente toujours la Pologne comme un pays extrêmement libéral. Or, la Pologne a mis en place, au début de la transition, un régime de protection sociale spéciale pour ses agriculteurs qui plombe notamment les comptes sociaux de la Pologne. Et donc, on attend de ce gouvernement Tusk, qui a été réélu en plein milieu de sa présidence, vous l'avez souligné tout à l'heure, et c'est sûrement le plus grand succès de cette présidence polonaise de l'Union européenne, c'est d'avoir remporté pour la plateforme civique, pour la première fois depuis 1989, c'est la première fois qu'une coalition sortante est réélue. Aussi, attention, monsieur l'ambassadeur, on n'a peut-être pas noté, mais en pleine présidence de l'Union européenne, il s'est passé des élections législatives. Ça s'est plutôt bien placé sous le signe de la stabilité politique. Oui. Toujours, effectivement, Donald Tusk qui est à la tête du gouvernement. Je crois qu'il y a deux choses. D'abord, ces élections étaient prévues. Donc, ce n'était pas une surprise. On était préparé, on a bien préparé des échéances. On a pu gérer à la fois la présidence européenne et préparer la campagne électorale. Et ce qui est en commun, c'est que le gouvernement a été reconduit tout de même avec cette étiquette pro-européenne. Ce qui veut dire qu'il y a le lien dans le programme du gouvernement et dans ces travaux que la présidence polonaise entreprenait pour dire voilà, le gouvernement Tusk, c'est un gouvernement dont la première priorité est d'assurer la bonne place, la place qui nous semble revenir à la Pologne dans l'Union européenne. Alors une place peut-être aussi de leader régional. Est-ce que finalement, on a vu que cette Pologne, elle voulait se joindre à l'Eurogroupe. Elle voulait effectivement en adopter les critères très contraignants, puis surtout elle a peut-être incité aussi les autres. On pense aux Tchèques, on pense à ceux qui étaient un petit peu réticents, qui auraient pu pencher du côté des Britanniques. Peut-être qu'elle a joué ce rôle de leader. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne pense pas que la position de la Pologne a influencé la position de la République tchèque, mais la Pologne, ce n'est pas un leader. Pour être un leader, il faut être reconnu comme tel par les autres, mais par le poids aussi, par la dynamique. Démographique, hein. Par le poids démographique. 40 millions, c'est beaucoup plus que les autres, hein. Par la force, mais aussi par les initiatives. La Pologne, certaine, c'est un pays qui a eu dès le début une politique étrangère très claire vers l'Occident et à l'intérieur, la transformation économique, c'est le premier pays qui a imposé les réformes économiques très radicales. Donc la Pologne est devenue le point de référence naturel. Et aussi la position de la Pologne sur les différents dossiers étrangers aussi en Europe, aussi sert comme référence en étant un leader. Alors effectivement, position de référence avec, on l'a dit, hein, vous l'avez dit, la crise économique est passée par là, mais un peu moins forte en Pologne. Et puis surtout, la Pologne espère un appel d'air aussi en 2012 avec le fameux Euro 2012, hein, c'est-à-dire l'organisation de ces championnats de football très attendus entre la Pologne et l'Ukraine, il faut rappeler quand même. Absolument. Hein. Ce sera un deuxième rendez-vous international important pour la Pologne après cette présidence réussie au niveau européen. C'est vrai que voilà, les yeux seront fixés sur la Pologne et sur l'Ukraine. Et en termes, mais ça participe de la transformation, je dirais, économique et au quotidien même de la Pologne, puisque les stades sont construits, mais autour des stades, il faut des infrastructures. Alors il y a un peu de retard, hein, mais les autoroutes, les voies de chemin de fer, les infrastructures, il y a un énorme travail qui est réalisé, et c'est sûr que c'est un événement très important, très structurant pour la Pologne. Est-ce qu'économiquement, ça va être vraiment viable, hein, parce qu'il y a des inquiétudes aussi toujours. Vous savez, aujourd'hui, il est très difficile d'en juger à l'avance, étant donné la situation économique du monde. Tout simplement, c'est la partie divertissement qui est peut-être la partie dans les dépenses des familles qui est aujourd'hui le plus mis en doute. Donc, il nous est difficile de dire à l'avance, mais nous espérons d'abord le rétablissement de la santé économique du pays de la zone euro. Telle est notre priorité aussi sur le plan politique en Europe.
Et donc, nous souhaitons beaucoup de bien à l'euro pour que l'euro 2012 soit aussi un succès en nombre de visiteurs participants en partie. Autre thématique qui est très chère aux Polonais, eux-mêmes ont bénéficié d'élargissement en 2004, donc ils sont plutôt pro-élargissement. Ils l'ont démontré lors de cette présidence puisque le traité d'adhésion de la Croatie, donc pays balkanique, a été signé. Certains disent que peut-être qu'ils sont à contre-courant des autres parce que le temps n'est plus à l'élargissement. Il y a une certaine fatigue de l'élargissement qui se manifeste au niveau des 27. D'abord, l'élargissement, l'entrée de la Croatie était déjà préparée par la présidente hongroise auparavant, donc nous terminons en quelque sorte cette processus. Ce qui était beaucoup plus important, ce qui est beaucoup plus important pour la Pologne, c'est le traité d'association avec l'Ukraine. Et ici, il y en a des problèmes de côté ukrainien, l'évolution. Monsieur l'ambassadeur, je vous vois réagir là. Pourquoi vous dites qu'il y a des problèmes du côté ukrainien? Non, mais le problème, vous le voyez vous-même, étant donné que nous avons, je vais dire, l'Union et l'Ukraine, nous avons négocié un excellent accord. Un excellent accord parce que c'est un accord qui risque de changer pratiquement la réalité économique de l'Ukraine. D'association. Voilà. Donc, l'accord d'association qui représente 60% d'acquis communautaires. Vous voyez, un pays qui adopte 60% d'acquis communautaires, il est difficile de dire que ce n'est plus un pays qui est européen, même sur le plan d'une réalité économique. Donc, il nous semble que c'est un travail extrêmement important, mais étant donné que nous tous, nous divisons de forts doutes concernant la situation politique de l'Ukraine aujourd'hui, on a décidé de ne pas procéder à la paraphe aujourd'hui d'un texte qui est terminé. On a 1 minute pour conclure. Alors très rapidement, est-ce que vous diriez aujourd'hui que les Polonais sont pro-européens, sont des Européens convaincus? Oui, je crois que la crise aura changé à la fois l'Europe, mais elle aura aussi changé la Pologne. Et c'était très clair dans le discours du ministre des Affaires étrangères polonais Radosław Sikorski à Berlin. La Pologne, qui avait plutôt une image en France d'un pays souverainiste, maintenant devient extrêmement fédéraliste parce qu'elle voit tout l'avantage à tirer de l'Union européenne et en même temps elle voit que toute seule finalement elle ne pèse plus assez. Je l'avais dit un peu plus tôt, le PIB de la Pologne c'est le PIB de la Belgique, donc on ne peut pas vraiment jouer sur la zone euro, etc. Donc miser sur les institutions européennes. En un mot, je disais un petit mot, européen les Polonais. Les Polonais sont très pro-européennes, mais en même temps, par exemple, ils ne sont pas très pro-euro aujourd'hui. Parce qu'ils voient l'incertitude. Il n'empêche. Oui, c'est un autre problème. Je dirais d'abord, c'est le goût de la réussite. Le goût de la réussite, se voit maintenant dans l'Europe. Et les Polonais ont ce goût de la réussite, notamment économique. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat, merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, vous restez avec nous pour notre page culturelle. Nous partons en direction de Varsovie pour y rencontrer l'acteur fétiche de Wajda, le cinéaste. Il s'agit de Jerzy Radziwiłowicz. Il est en notre compagnie pour nous parler de sa passion du cinéma, du théâtre aussi, direction la capitale polonaise. Jerzy Radziwiłowicz, vous nous avez donné rendez-vous devant le théâtre Narodowy, le théâtre national. C'est un théâtre avec une programmation importante, une histoire particulière. L'histoire du théâtre polonais commence, si vous voulez, en 1765. Et la statue que vous voyez devant le théâtre national, c'est la statue de celui qu'on appelle le père du théâtre polonais, Wojciech Bogusławski. Et alors, c'est pas aussi vieux, c'est pas aussi âgé que le théâtre français, mais quand même, 1765, c'est quelque chose pour nous. C'est un théâtre important qui compte sur la carte théâtrale artistique de Varsovie. Je dois dire qu'on est assez content de nos spectateurs parce qu'ils viennent toujours nous voir, alors on ne peut pas se plaindre. Vous êtes un acteur multilingue, mais vous jouez volontiers en polonais, une langue que vous considérez comme très belle. C'est une très belle langue. Je sais très bien que tous les étrangers, surtout qui ne sont pas slaves, les étrangers disent que c'est une langue très difficile. Elle est difficile, vraiment. Phonétiquement, elle est très difficile. Structurellement, grammaticalement aussi, ça je comprends très bien. Mais c'est une langue très très belle, très riche, très sonore pour moi. Et
Moi, j'aime beaucoup cette langue et en tant que comédien, j'ai une relation très intime avec la langue, c'est normal. On se souvient de vous dans L'Homme de marbre, puis L'Homme de fer. Vous avez été l'acteur fétiche d'Andrzej Wajda, ce cinéma polonais qui est connu mondialement. Qu'est-ce qui a fait sa notoriété, sa différence, sa spécificité? Que ce cinéma a été très fort enraciné dans ce pays, dans ces problèmes-ci. C'était sa force, je crois, qu'il n'a pas essayé pendant des années de se faire ressembler au cinéma d'ailleurs, au cinéma étranger, qu'il a gardé sa tonalité, son identité, qui parlait de ses problèmes et heureusement, ce cinéma a trouvé beaucoup de metteurs en scène, des cinéastes très doués. A wy nie myślicie, że to buntowanie coś zmieni? Pamiętasz go, nie? Dlatego, że zawsze robimy osobno. Jak się studenci postawili, to robotnicy nie poszli, się odcięli od nich. Potem jak robotnicy poszli, studenci nie chcieli. Jak Gdańsk ruszył, to reszta kraju siedziała cicho. Teraz Ursus i Radom ruszyły, to Gdańsk siedzi i trzęsie dupą. Zawsze będziemy przegrywać, za każdym razem. Ty nas nie obrażaj. Tu nikt dupą nie trzęsie. A ludzie swój rozum mają. Na żadne prowokacje nie pójdziemy. 20 ans après la chute du régime communiste, est-ce que vous avez le sentiment que la culture polonaise est toujours aussi vive, vivante? Sous le communisme, tout art en Pologne, le cinéma aussi, la littérature et le théâtre avaient leur lieu particulier dans la société parce qu'ils parlaient des choses qui étaient les plus intéressantes, les plus, disons, brûlantes à l'époque. Et je dois dire qu'après ce qu'on appelle la transformation ou le changement du système, il a retrouvé le théâtre polonais à son chemin nouveau et on a toujours les vieux maîtres et ça coexiste très bien. Jerzy Radziwiłowicz, merci d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette rencontre culturelle. On se retrouve très bientôt sur notre antenne sur France 24.